Boker Tov, nous commençons aujourd'hui notre quatrième chapitre du traité Shabbat. Le quatrième chapitre du traité Shabbat va aborder la question dans la halakha bien connue qui s'appelle Atmana. Atmana, c'est-à-dire, c'est l'action d'enfouir quelque chose ou de recouvrir quelque chose, un plat qui a été cuisiné avant Shabbat. Et puisqu'il n'y avait pas à l'époque de possibilité de mettre ces plats sur la plaque de Shabbat ou sur un lieu qui pourrait conserver la chaleur ou même continuer de garder le plat tout chaud, eh bien, il y avait un problème, donc peut-être, de manger froid. Et donc pour cela, il y avait donc, évidemment, c'est une sagesse de l'époque, une sagesse qui est également intimement liée à la capacité à connaître la nature, à savoir quels sont les éléments naturels qui conservent la chaleur, qui peuvent stocker la chaleur. Et donc, le sujet de notre chapitre, c'est donc la Atmana que nous allons traduire par l'inertie thermique des matériaux. C'est-à-dire, quels sont donc les matériaux naturels qu'on peut utiliser ou pas pendant le Shabbat afin de conserver la chaleur du plat qui a été cuisiné. Alors, notre Mishnah nous cite énormément de données extrêmement pratiques. Alors, je ne suis pas spécialiste de toutes ces données, je vais donc les traduire et peut-être à droite à gauche donner des commentaires, mais dans tous les cas, les objets eux-mêmes qui vont être donc décrits, qui vont être m'intéressent moins que le principe lui-même. Alors, commençons à dire notre Mishnah, Bame Tomnin, Ubama, Ubama, Ubame, Ubama, En Tomnin. Donc, dans quoi, de quelle matière, essentiellement, peut-on enfouir, donc une casserole chaude qu'on a retirée du feu avant Shabbat, et dans quoi ne peut-on pas l'enfouir? Donc la Mishnah ici ne donne pas de raison, encore une fois, et il faut bien comprendre que c'est très, je dirais, particulier à la Mishnah, certaines fois, justement de donner des règles, mais sans en donner le sens. Puis évidemment, après le travail de Gemara, le travail du Talmud va être de chercher les origines de ces instructions, mais et ça c'est je dirais une directive méthodologique, mais certaines fois la Mishnah elle-même ne donne pas d'éléments, et peut-être même que les sages de la Gemara plus tard eh bien, vont chercher des éléments qui n'apparaissent pas dans le texte mishnaïque, mais à leurs yeux c'est la seule façon d'expliquer ce qui était permis ou interdit à l'époque de la Mishnah, même si c'était peut-être pas les conceptions des sages de la Mishnah eux-mêmes. Rappelons-nous, il y a quand même des centaines d'années qui séparent les maîtres de la Mishnah et la rédaction de la Mishnah des derniers maîtres du Talmud. Donc, la réalité de la vie fait qu'il est peu probable qu'un maître du Talmud qui vivait en Babylonie au 6e, 7e siècle, eh bien, ait la même compréhension et la même appréhension de la réalité qu'un maître de la Mishnah qui vivait donc 500 ans avant lui en terre d'Israël, ne serait-ce qu'au niveau d'abord de l'évolution des conditions de vie. On est dans un monde qui évolue certes à l'époque, même si ça nous paraît aujourd'hui une évolution extrêmement lente, mais dans tous les cas, on sait qu'il y a des évolutions, on sait qu'il y a des découvertes, des différences culturelles entre Babylone et Israël. Donc, certaines fois, c'est vrai que la Mishnah donc, ne propose pas d'argumentation, mais parce que les choses étaient peut-être connues à l'époque, ou alors il faut la chercher dans un autre texte de la littérature mishnaïque. Bien, en tout cas, on est avant Shabbat, on a un plat qui est chaud, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, Mishnah nous dit, il faut le garder chaud. Donc pour le garder chaud, une des possibilités de l'époque, c'était de l'enfouir ou de le recouvrir de matériaux qui stockaient la chaleur. Mais tous les matériaux ne sont pas bons. Et c'est ça donc la nouveauté de la Mishnah, qui va nous dire là, au travers la liste des différents matériaux, en fait le principe. Et alors qu'on commence. En tomlin, lo begefet. On ne va pas enfouir dans des déchets d'olive. On avait déjà vu ce terme-là, gefet, vous vous rappelez? On va y revenir. Donc, dans nos déchets d'olive, puisque les déchets d'olive, si vous les mettez essentiellement donc le garin, le grain, et le noyau, vous le mettez au soleil, c'est quelque chose qui a une capacité thermique assez importante, et donc ensuite on peut s'en servir donc, pour recouvrir et garder la chaleur. Donc, l'obegefet, on ne va pas recouvrir ou enfouir notre plat avec du gefet, donc des concassés d'olive, des déchets d'olive. L'obezevel, mais pas non plus dans du fumier. Le zevel en hébreu moderne, ça veut dire de la poubelle, mais zevel en vérité, ça vient du mot ziboul,
Zével, c'est le fumier. Dans le langage moderne, c'est le compost. C'est-à-dire, en fait, toutes sortes de déchets organiques que l'on met quelque part et qui, avec un certain temps, eh bien, vont vraiment avoir une capacité extrêmement forte de cuisson. Vous voyez, donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui relève de la cuisson, de rajouter de la chaleur. Vélo bémélar, pas non plus dans du sel. Dans le sel à l'époque, on connaît à l'époque de la Mishnah deux sortes de sel. Il y a le sel de Sodome, donc c'est un sel qui est autour de la mer morte, qui peut être un sel soit de terre, soit de mer. Et on a un autre sel qui est un sel qui s'appelle le mélar, iskanite, un autre sel. En tout cas, à l'époque, c'est peut-être un sel justement qui avait d'autres minéraux qu'aujourd'hui, parce que le sel aujourd'hui n'est pas spécialement un isolant thermique, enfin un matériau qui conserve la chaleur. En tout cas, à l'époque, il y avait sans doute d'autres minéraux qui faisaient que ce sel-là, qu'il soit de mer ou de terre, eh bien, conservait la chaleur. Peut-être pas conserver uniquement, mais en rajouter. Vélo bécide, et pas non plus dans de la chaux. Vélo béchol, et pas non plus dans du sable. Rappelez-vous la Mishnah dans le chapitre d'avant, qui nous parlait justement du problème d'enfouir un œuf dans du sable afin justement de le griller pendant Shabbat. Alors tout cela, dans ces matériaux, ben lachim, ben yeveshim, que ces matériaux-là soient humides ou secs. Et la Mishnah continue. L'obeteven, et pas non plus dans de la paille. Vélo bezagim, zagim, ce sont des déchets du pressoir. Vélo mochim, et pas non plus dans des déchets de laine. Vélo asabim, et pas non plus dans des asabim, c'est-à-dire dans des herbes. Bisman she'en lachim, lorsque celles-ci sont humides. Aval tomnin bahen kishem leveshim, mais on peut s'en servir quand ces dernières-là, eh bien, dans ces matériels, quand elles sont secs. Voilà. Continuons la Mishnah. Donc ça, on l'a vu. C'est donc les choses qu'on ne peut pas utiliser. Mais tomnin birsut. Par contre, on peut couvrir nos plats avec du ksut. Ksut vient du mot qui souille. D'accord. Ksut désigne des vêtements. Ou beperot, ou alors avec des fruits. Ou bechanfeyona, avec des plumes de pigeon. Ou binisoret shel charashim, ou alors avec de la sciure de menuisier. Les soret, c'est ce qui reste quand on coupe le bois certaines fois. Ça s'appelle les soret shel charashim. Ou bineoret shel pishtan daka, ou alors également avec de la poussière fine de lin. Rabbi Yehuda oser bedaka ou matir begassa. Rabbi Yehuda, lui, autorise cette dernière, donc la poussière de lin, lorsqu'elle est fine, interdit lorsqu'elle est fine, mais par contre va permettre lorsqu'elle est grossière, c'est-à-dire qu'elle est plus épaisse. Donc la Mishnah, a priori, voilà, nous fait une liste. Et ce qui est pour nous important maintenant, c'est de comprendre pourquoi. Alors, a priori, le Talmud Bavli, eh bien, va, dans un premier temps, peut-être ramener l'idée qui est évoquée également auparavant, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Et peut-être que le fait de mettre nos plats cuisinés dans ces matériaux, qui n'ont pas uniquement une capacité de conserver la chaleur, mais peut-être également de rajouter de la chaleur, eh bien, amènerait plus de bichoul. Donc, ce qui pourrait nous faire réfléchir à l'interdit ici, donc on parle évidemment d'avant Shabbat, c'est peut-être le fait qu'on va mettre nos plats avec ces matériaux donc interdits, qui vont rajouter de la chaleur, et le plat va continuer à cuire pendant Shabbat. Ça serait peut-être ça. Et ça serait à ce moment-là donc la différence entre des matériaux qui conservent la chaleur et des matériaux qui rajoutent de la chaleur. Peut-être, sauf que, rappelez-vous qu'on avait vu dans le Pérec d'avant, dans les chapitres d'avant, des possibilités avant Shabbat de poser sur une kira, par exemple, un élément, d'accord, un mets, une kira, donc ce fameux four qu'on avait donc défini, et on avait ratissé les braises. On pouvait donc à ce moment-là poser là-bas un plat qui est restauré pendant Shabbat. Donc les sages de la Mishnah avaient envisagé avant Shabbat de faire une telle action. Donc pourquoi l'action qu'on fait maintenant ici serait interdite? Puisque au fond, les matériaux qui pourraient rajouter de la chaleur, évidemment, même si ça rajoute de la cuisson, eh bien, ce sont quand même des matériaux qui sont, je dirais, c'est pas du feu, quoi. On n'est pas sur le feu. Alors, la Gemara va peut-être essayer de trouver une solution en disant, oui, il y a une différence à faire entre un plat qui a déjà été cuit et un plus de cuisson lui fera du bien,
À ce moment-là, c'est une vraie cuisson, même avec ces matériaux donc, thermiques. Alors qu'un plat donc ça s'appelle mitzistamek vetovlo, yafelo, et plutôt qu'un plat mitzistamek veralo, un plat donc qui aurait déjà été cuit, et à ce moment-là, pour conserver la chaleur, eh bien, il ne va pas continuer à être encore meilleur, mishtabeach, mais il va au contraire être un peu moins bon, ça serait permis, parce qu'on n'a pas de bichoul. C'est quand même un petit peu compliqué à percevoir ces différences-là, encore une fois, vu qu'aux yeux des Mishnayot précédentes, ce qu'on voit dans la Mishnah ici paraît une grosse khumra, d'accord, un avis vraiment extrêmement rigoureux. Une autre possibilité qu'on aurait de comprendre cela, c'est en fait ce qu'amène le Talmud Bavli, c'est qu'en vérité, l'interdit, ce n'est pas de continuer la cuisson. C'est pas de continuer la cuisson avec ces matériaux-là. Ce n'est pas une véritable cuisson, même si c'est un plat qui est mitztamek vetovlo, d'accord, qui est un plat qui va être encore meilleur. Mais c'est peut-être la xéra, donc un décret qui aurait pu être fait, de peur qu'avant Shabbat, la personne qui a son plat et veut la préparer à l'enfouir dans ces matériaux-là, eh bien, va se dire, tiens, je vais avant tout le réchauffer encore une fois très fortement, mon plat, juste avant Shabbat, et justement, après, je pourrais le mettre et il pourra avoir une chaleur maximale. Et donc, à ce moment-là, on reviendrait à l'interdit qu'on a vu auparavant, qui est Shema Yechete Bagechalim, de peur qu'il en vienne donc à touchoter les braises, d'accord, juste avant Shabbat, afin justement qu'il y ait son histoire. Donc, c'est ça peut-être, d'accord, la crainte qu'ils viennent, cette personne-là, à toucher justement Shabbat, et après, peut-être qu'il va enfouir dans sa marmite, dans un matériau ou quelque part où il y a en fait du feu. D'accord. Et donc, on arrive, lorsqu'il y a le feu, donc, à la xéra de Shema Yechete la xéra. Sauf que, encore une fois, c'est extrêmement compliqué parce que ça voudrait dire qu'on fait ce qu'on appelle une xéra les xéra. D'accord. On fait une xéra, un décret sur un décret. Le premier décret, c'est qu'on ne va pas mettre on ne peut pas faire ça avant Shabbat. Puis, après, on ne va pas le mettre dans des matériaux qui vont rajouter de la chaleur. C'est quand même assez compliqué. Et donc, j'aimerais proposer, suite au commentaire du professeur Zeev Safraï dans son livre Mishnayot Eretz Israël, eh bien, peut-être ce que dit le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, pour comprendre cette chose-là. Et le Talmud de Jérusalem, en fait, ramène peut-être une autre façon de voir les choses, et c'est évidemment ce que je vais vous dire, basé sur une analyse longuement étudiée, développée et sérieuse du professeur Safraï, basée sur également les manuscrits des différentes Mishnayot, dans le Balvi, dans le Yerushalmi également. Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est que vraisemblablement la crainte que le Yerushalmi, donc Eretz Israël, a, c'est en fait de laisser un plat sur le four qui va continuer à se cuisiner pendant Shabbat. Et en vérité, le Yerushalmi nous dit la chose suivante. Shabbat arrive, il faut se préparer à Shabbat. Le fait de laisser un plat juste avant Shabbat, une seconde avant Shabbat, qui selon la Mishnah pourrait être permis, même parce que tant qu'on n'est pas encore, on est encore avant la Chashecha, avant l'obscurité, on pourrait. Donc le fait de laisser un plat sur le four juste avant Shabbat, eh bien c'est justement perdre l'horizon de ce qu'est Shabbat. Parce que, nous dit Zeev Safraï, suite au Yerushalmi, il faut finir la préparation du Shabbat bien avant. Premièrement, parce qu'il y a un risque de bitul bet midrash, d'annuler l'étude. Parce que, imaginez-vous, juste avant Shabbat, on sait que dans les synagogues de l'époque, on avait une fameuse dracha, le sermon très important du rabbin, des fois avant Shabbat et juste pendant Shabbat, à l'entrée de Shabbat. Et donc les gens voulaient absolument aller écouter cela. Et si les personnes n'y allaient pas, ça s'appelle bitul bet midrash. C'était fondamental. Donc premier problème, bitul bet midrash. Et surtout, cela est basé sur la deuxième raison, qui peut être aussi la principale, qui est que une personne ne doit pas continuer à s'occuper de son plat de Shabbat juste avant Shabbat, justement, pour rentrer dans un moment qui est un moment qui lui permet donc d'être plus propice à la préparation du Shabbat. Et donc, à ce moment-là, on a une perspective un peu différente, vous voyez, qui n'est pas contre le dîn qu'on a vu maintenant, bien évidemment, mais qui vient expliquer donc les craintes de la Mishnah et peut-être pourquoi la Mishnah nous paraît être extrêmement rigoureuse, alors qu'elle nous paraît autre part beaucoup moins rigoureuse. Eh bien, c'est justement pour amener la personne à se préparer justement à Shabbat, avant Shabbat, et à peut-être évidemment aller à la synagogue ou écouter cette fameuse dracha, cette fameuse étude donc du sage juste avant Shabbat. Voilà, nous avons fini notre Mishnah et nous retrouverons aussi Dieu veut Yom Rishon pour la deuxième Mishnah du 4e chapitre qui
ne contient que 2 Mishnayot. Ça veut dire que si tu veux, dimanche, on fait la deuxième Mishnah, et lundi matin, on attaque le 5e chapitre. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.